Bienvenue sur Mizan TV pour un nouvel entretien qui portera sur l'essentielle question de l'ijtihad et en particulier de l'ijtihad collectif. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yann Ismail. Très heureux de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur et islamologue, docteur en droit et islamologie. Vous avez soutenu une thèse sur l'évolution de l'herméneutique du droit musulman contemporain. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Ijtihad collectif, l'évolution du droit musulman, publié aux éditions El Bourak et préfacé par l'islamologue américain Bernard Freeman. Alors, Yann Ismail, avant de parler de l'ijtihad collectif, il faut évidemment commencer par définir ce qu'est l'ijtihad. Est-ce que vous pouvez nous proposer une définition claire et succincte de ce qu'est cette notion de l'ijtihad? D'accord, alors déjà, dans la phase de construction du droit musulman, les auteurs classiques se sont inspirés d'une notion issue des sources scripturaires, principalement de la sunna, de certains hadiths, qui renvoient à l'idée d'effort de réflexion, d'interprétation, dans l'optique d'extraire des règles juridiques à partir des sources, c'est-à-dire du Coran et de la sunna. Donc ça, c'est en général la définition qu'on retrouve, c'est-à-dire c'est l'effort exercé par le mujtahid, c'est-à-dire le juriste habilité à pratiquer l'ijtihad, pour extraire des normes à partir des sources scripturaires. Et c'est vraiment l'ijtihad, le principe qui permet au droit musulman d'évoluer en fonction des changements spatio-temporels. C'est pour ça, par exemple, que le savant, l'intellectuel musulman indo-pakistanais Mohammed Iqbal définissait l'ijtihad comme le principe de mouvement dans la structure de l'islam. Et donc là, c'est une définition technique de l'ijtihad, puisque le terme a une portée plus générale à la base, mais l'usage a fait que il a pris ce sens technique, c'est-à-dire ce sens jurisprudentiel, ce sens de l'effort juridique, en matière juridique. Tout à fait. Alors, vous savez, souvent dans les livres de droit musulman ou d'autres sciences islamiques, on distingue entre le sens linguistique et le sens scientifique. Istilahan wa lughatan en arabe. Donc, il y a souvent des mots qui peuvent avoir un sens au niveau de la langue arabe, qui peut être plus large ou pas, et qui ont pris un sens plus technique dans la terminologie scientifique. C'est le cas même du mot fiqh, qu'on traduit en français par droit musulman. En arabe, ça signifie la compréhension profonde, donc c'est un terme général, et le terme est devenu synonyme de droit musulman sur le plan de la terminologie scientifique dans les sciences islamiques. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour exercer l'ijtihad? Alors ça, je dirais, je vais aborder ça voilà, en tant que chercheur, en tant qu'islamologue, sous deux angles. Il y a l'angle pratique de la réalité que j'observe et de ses évolutions, et il y a l'angle de la théorie selon l'ordre musulman au moins classique. Selon l'ordre musulman classique, il y a des critères assez stricts, cognitifs, moraux, en disant que la personne doit connaître le Coran, les hadiths, doit elle-même être pieuse, etc. Shatibi ajoutait par exemple qu'il doit connaître les maqasid de sharia, les objectifs de la loi, pour être habilité à pratiquer l'ijtihad. Après, dans les faits, et c'est un phénomène que j'évoque un peu dans mon ouvrage et que j'avais aussi évoqué dans ma thèse de doctorat, c'est que dans les faits, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont intégrés au processus d'ijtihad de fait, ce que j'appelle l'ijtihad de fait. Les États musulmans, aujourd'hui, pratiquent de fait une forme d'ijtihad. Donc les juristes ou les savants musulmans mujtahidou n'ont plus le monopole de l'ijtihad. Des acteurs de la société civile, parfois de fait, sont intégrés au processus. Des experts ou érudits en sciences profanes, médecine, économie et sciences humaines, sont aussi intégrés au processus d'ijtihad. Des intellectuels qui ne répondent pas aux critères cognitifs et moraux classiques de l'ijtihad, de fait aussi, participent à une forme ou une autre d'ijtihad. Parfois, ça peut être les tribunaux, ça peut être des juges civils, dans le cadre on y reviendra, de l'ijtihad étatique, ce que j'appelle l'ijtihad étatique. Donc aujourd'hui, on a une notion qui a été très élargie avec une revendication directe ou indirecte de l'ijtihad, mais de fait, moi, je le considère comme une forme d'ijtihad. Alors, quelle est la différence entre la charia et le fiqh, finalement, pour bien comprendre ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre? Alors, c'est une grande question parce que les deux termes renvoient à l'idée de droit musulman. Si on revient au droit musulman classique et comme contemporain,
Je dirais que la distinction, elle est dans l'idée de dire qu'il y a deux compréhensions possibles. Il y a l'idée de dire que la sharia, c'est la loi islamique au sens absolu, dans son idéal absolu, et que le fiqh sera une tentative humaine, par les juristes musulmans, de comprendre cette sharia et de l'appliquer à un contexte pratique. Donc la sharia a cette dimension absolue, idéale, alors que le fiqh a cette dimension contingente et plus pratique, liée aux circonstances et liée aussi à l'interprétation du juriste. On a une autre distinction possible, c'est aussi de dire que en fait, la sharia, c'est l'ensemble des principes absolus, donc le qat'iyyat, ou thubut, dans le droit musulman, alors que le fiqh, ça sera donc al-furu', les questions secondaires, al-dhanniyat, les questions ouvertes à l'interprétation. Et donc, encore une fois, une distinction entre la part d'absolu du droit musulman et la part relative. Mais ensuite, il y a des débats sur ce sujet, il y a beaucoup d'autres interprétations possibles. Alors, venons-en maintenant au sujet qui constitue votre ouvrage, qui est l'ijtihad collectif. Donc, on a compris ce qu'était l'ijtihad, donc au sens juridique, hein, on reste de toute façon au sens juridique. Simplement, ce qu'on comprend implicitement, c'est que cet ijtihad était individuel. Au cours des siècles de l'âge classique, de l'islam classique, et progressivement s'est mis en place l'usage. Alors en réalité, ça, on le fait remonter à assez loin, mais disons qu'un usage a commencé à s'organiser, à s'institutionnaliser pour donner naissance à ce qu'on appelle l'ijtihad collectif. Donc peut-être vous laisser définir qu'est-ce qu'un ijtihad collectif. Alors la définition générale part de l'ijtihad traditionnel et lui ajoute fondamentalement dans le processus d'ijtihad et d'élaboration de la normativité musulmane, des nouvelles normes, la dimension collégiale et collective sur le plan méthodologique. Ouais, ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est que pour moi, c'était un cas d'étude dans le cadre d'une réflexion plus large sur comment le cadre herméneutique du droit musulman et comment les méthodes d'interprétation ont évolué à l'époque contemporaine. Et pour moi, l'ijtihad collectif est un exemple, parmi d'autres, de cette évolution, au sens où, historiquement, comme vous l'avez rappelé, l'ijtihad était individuel, et on a eu, à l'époque contemporaine, le développement d'un ijtihad collectif, ce qui est de fait une évolution, une modification du paradigme qui n'est pas négligeable dans le processus. Surtout quand on sait qu'on parle de questions religieuses, d'interprétation de la religion. La religion a, pour ceux qui adhèrent, une dimension sacrée. Donc, ce n'est pas une question secondaire. Donc moi, j'ai voulu analyser cela et j'ai identifié ce que j'ai appelé les prémices de l'ijtihad collectif à partir de la fin du 19e siècle, notamment avec, dans le contexte des Tanzimat, à la fin de l'Empire ottoman, la codification du droit musulman qu'on a appelé la Majelle, donc la création d'un code civil selon la forme occidentale moderne, mais s'inspirant du droit musulman, en l'occurrence hanafite, pour le cas de la Majelle. Et il se trouve que sous la direction d'un homme qui s'appelait Cevdet Pacha, ça a été un processus collectif. Donc certains auteurs ont identifié ça comme le début de l'ijtihad collectif. Moi, je les considère comme un prémisse parce qu'ils ne se revendiquaient pas directement de cette notion. Ensuite, il y avait un auteur un Syrien qui s'appelait Rafiq Bey, début du XXe siècle, qui parlait de qada al-fard wa qada al-jama'a, donc de l'exercice judiciaire, on va dire, individuel et collectif. Donc c'est, il me semble, la première fois que l'idée d'ijtihad collectif était mentionnée. Certains ont promu l'ijtihad collectif sans nécessairement utiliser le terme. C'est le cas de Mohamed Iqbal. De fait, il disait que la seule façon de répondre aux énormes défis de l'époque contemporaine, c'était de développer un ijtihad collectif. Notamment, lui, il parlait du rôle des parlements musulmans dans cette production-là. Même si Mohamed Iqbal voyait aussi les limites d'une telle entreprise en disant « mais le problème, c'est que tous les membres de ce parlement-là ne seront pas connaisseurs des subtilités du droit musulman. » Donc il faisait la promotion de quelque chose en vrai intellectuel, tout en analysant ses potentielles limites. Et lui-même affirmait, sur la base certainement des sources qui étaient à sa disposition, que bien que l'ijtihad historique était individuel, il avait
été collectif dans les débuts de l'islam, et pour des raisons politiques, il aurait été rendu individuel par certaines autorités califales, omeyyades, voilà, pour des raisons de contrôle, enfin des raisons très politiques. Donc ça, je cite simplement Mohamed Iqbal. D'autres auteurs ont promu l'ijtihad collectif, comme Tahar Ben Achour, par exemple, le savant tunisien. Et ensuite, certains ont voulu, surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, non seulement le promouvoir, mais le théoriser et le justifier. Donc pour les justifier, ils l'ont associé au principe de shura, hein, de concertation, de débat. Ils ont affirmé que face à la complexité de la modernité, seule la mutualisation des connaissances individuelles pouvait permettre de se rapprocher de la vérité. Hein. Donc là, on a des écrits, par exemple, de Mustafa Zarqa, de Wahab al-Zuhaili, de l'ancien recteur de l'Azhar dans les années 50, Mahmoud Chaltout, qui ont défendu cette idée d'ijtihad collectif avec ce type d'argument. Plus récemment, des auteurs comme l'islamologue Mohamed Hashim al-Kamali, professeur en Malaisie, qui a aussi fait la promotion de l'ijtihad collectif à partir de ce type d'argument. Et dans la théorisation aussi, il y avait, c'est ce que disait par exemple Abdelwahab Khalaf, savant musulman contemporain, ils associaient ça en disant que il y aurait eu, selon leurs sources, des ijtihad collectifs dans les débuts de l'islam, à l'époque de Abu Bakr, Omar, etc. Donc ça, c'était les arguments. Et on a associé ça aussi à la notion d'ijma. Donc l'ijma, c'était de fait le résultat d'un ijtihad collectif, ou en tout cas d'ijtihad individuel mutualisé. Alors, on reviendra sur cette notion d'ijma. Avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement, comment s'organise concrètement l'ijtihad collectif? Parce que là, vous avez donné des aspects, mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Dans quel cadre institutionnel s'exerce l'ijtihad collectif? Comment cela s'organise-t-il concrètement? Qui y participe? Quel type de questions? Peut-être nous donner des exemples d'un type de question juridique qui peut être étudié par cette assemblée, et comment ensuite l'avis collectif émerge-t-il finalement? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un vote? S'il y a des divergences? Voilà, est-ce que vous pouvez approfondir cette question? Ouais, alors je vais y revenir. Donc moi j'ai un chapitre dans le livre que j'appelle l'institutionnalisation de l'ijtihad collectif, qui s'est faite principalement à partir des années 60, avec le premier comité de fiqh, donc qui était né au Caire, donc dans un contexte national, mais qui avait aussi une vocation internationale. Et cela faisait suite à des appels théoriques dès le début du XXe siècle à justement la constitution de fait d'un ijtihad collectif à travers des congrès musulmans internationaux. C'était notamment ce qu'avait appelé de ses voeux l'intellectuel musulman russe tatar Ismail Gaprinsky, qui avait appelé à la formation d'un congrès musulman universel, et un commentateur égyptien qui avait analysé la question du congrès musulman universel disait on pourrait arriver à, et on y reviendra plus tard, à un ijma contemporain, avec la notion d'ijma sukuti, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il y a un consensus d'une majorité et s'il y a le silence des autres, par consentement ou implicite, quoi. En disant que l'avis minoritaire qui émergerait de ce congrès devrait simplement être considéré comme restant sous silence, et donc on pourrait donc à la fin considérer la décision du congrès musulman universel comme ayant le statut d'ijma au sens du droit musulman. L'intellectuel musulman syrien Abdelrahman al-Kawakibi avait aussi appelé de ses vœux à ce type de congrès. Et ensuite, ils se sont institutionnalisés soit au niveau national, hein, beaucoup de pays ont leur propre comité national qui pratique un ijtihad collectif, en Égypte, au Maroc. Qui les met en place? Est-ce que c'est l'État, ou est-ce que ce sont des groupes de savants ou de juristes? Alors vous avez les deux cas de figure. Parfois c'est structuré par l'État, dans l'idée d'avoir un certain ordre et une certaine verticalité, et vous avez aussi parfois des organisations de savants musulmans au niveau de la société civile qui vont créer ce type de structure, ce qui existe aussi. Et on a une des structures sur laquelle j'insiste beaucoup, qui pour moi est la plus importante au niveau international, qui est l'Académie internationale de fiqh islamique, le Majma' al-Fiqh al-Islami al-Douali, qui a été créée dans les années 80 par l'Organisation de la coopération islamique, qui, comme chacun sait, représente l'ensemble des pays musulmans. Tous les États musulmans sont membres
de cette structure. Donc de manière organique, ce comité de fiqh est rattaché à l'ensemble des pays musulmans, ce qui lui donne non seulement une dimension internationale, mais qui fait que parmi ses membres, vous avez des juristes et savants musulmans, non seulement de tous les pays musulmans, même de certains pays où ils sont minoritaires, mais en plus qui appartiennent à des courants et des écoles juridiques très variées. Ce qui est aussi une nouveauté dans le contexte de l'ijtihad collectif, c'est que souvent on est dans le dépassement d'une seule école juridique et on est plutôt dans la logique de talfiq ou de ce que certains appellent l'ijtihad al-intiqai, l'ijtihad sélectif, qui vont puiser dans l'ensemble des écoles juridiques et même au-delà pour essayer de trouver des avis plus conformes au contexte et aux besoins modernes. Et ce, malgré les différences de méthodologie, de sources du droit retenues par les différentes écoles. Donc ça c'est intéressant. Est-ce que ce comité de fiqh que vous venez de citer a produit un certain nombre d'avis voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Alors, ce comité? ils produisent énormément d'avis chaque année. Hein, vous avez des assemblées, des décisions. Par exemple, il y avait des questions pour donner quelques exemples pour illustrer sur est-ce que le don d'organes est licite ou illicite. Donc ça, c'est une question effectivement qui n'existait pas il y a 14 siècles. La question de la zakat des entreprises, parce que par l'évolution et la complexification non seulement de l'économie, mais aussi du droit, aujourd'hui on n'a pas simplement des personnes physiques qui sont assujetties à la zakat, donc cet impôt dans le droit musulman, cet impôt solidaire, issu du droit musulman, mais vous avez aussi les personnes morales. Donc là on a une nouvelle catégorie juridique qui est de fait une sorte de fiction juridique. Est-ce que les personnes morales doivent aussi payer la zakat? Donc ils ont produit des décisions répondant à cette question. Je cite aussi dans mon livre le cas de la fécondation in vitro, donc des questions qui sont liées au progrès scientifique. J'ai regardé récemment les fatwas récentes de ces 2 dernières années, et par exemple j'ai vu qu'ils avaient commencé à travailler sur un sujet très actuel, la question des crypto-monnaies. Et que la crypto-monnaie est une question très complexe, parce on parle d'économie, on parle de virtualité, on parle de finance, on parle de banque, on parle d'internet, il y a les réseaux sociaux. Donc même eux, à la fin des premières sessions, ont reconnu que la question était tellement complexe qu'ils avaient besoin de plus de temps et de consultation avec des experts pour pouvoir statuer définitivement. Et ce comité de fiqh qui est relié à l'organisation de la coopération islamique, elle regroupe quel type de savants? Est-ce que ce sont que des savants religieux ou est-ce qu'il y a des savants profanes, des savants, alors ce que Tariq Ramadan appelait le savant du texte et savant du contexte dans l'ouvrage La Réforme radicale? Est-ce que vous retrouvez ce type d'organisation au sein du comité du fiqh ou est-ce que ce sont que des savants religieux? Justement, ça c'est aussi une des nouveautés de l'ijtihad collectif. C'est que l'ijtihad, de fait, parce qu'il participe au processus d'ijtihad, des experts en sciences profanes, sciences humaines, médecine, économie, sont de fait intégrés au processus d'ijtihad, alors qu'ils ne répondent pas aux critères cognitifs et moraux du droit musulman classique, ou pas nécessairement. Donc ça, c'est une évolution aussi de l'ijtihad contemporain à travers l'ijtihad collectif. Mais tout à fait, dans ces comités, dans celui-ci comme dans d'autres, les experts en sciences humaines, en sciences exactes, jouent un rôle important dans l'élaboration de la norme. Et on a même des réflexions de certains juristes ou de certains intellectuels musulmans contemporains qui considèrent que le rôle doit être central, parce que les savants musulmans ne sont pas compétents pour répondre à l'ensemble des questions. Je pense à quelqu'un comme le juriste marocain Ahmed El-Khamlichi, qui a beaucoup insisté sur le rôle de ces experts dans l'ijtihad collectif. Il insistait notamment aussi sur l'importance d'inclure les femmes, des femmes érudites dans ce processus. Donc là-dessus, il y a vraiment aussi une réflexion très très intéressante et une évolution de l'ijtihad par l'intégration de ces savoirs profanes. Mais comment ça se passe? Par exemple, une question est posée. Est-ce que les savants profanes font une espèce de briefing pour informer les jurisconsultes, c'est-à-dire les juristes musulmans qui sont dans l'assemblée pour les informer, pour leur expliquer, voilà. Et ensuite, ces jurisconsultes, sur la base de ces explications, procèdent à un examen et à une prise de décision ou une position juridique, ou est-ce que dans la position juridique elle-même, les savants profanes interviennent également? Alors, je dirais, ça dépendra des comités, ça dépendra du type d'ijtihad collectif. Si on parle des comités de fiqh,
le rôle des ulama au sens de savants en religion, en sciences religieuses, reste prépondérant. Mais si par exemple on parle de ce que moi dans mon livrage j'appelle un ijtihad collectif de fait, à travers notamment l'ijtihad étatique, là le rôle des ulama reste important, mais est parfois devenu secondaire. Et d'autres acteurs vont entrer en jeu pour produire des réformes juridiques sur des questions de droit musulman, mais les éléments de droit musulman qui ont été intégrés au droit positif. Ça, c'est très important. Et est-ce que ça brouille pas les lignes de démarcation? Et est-ce qu'il y a, quels sont les avantages finalement et quels sont les risques de ce type de processus où des éléments du droit musulman sont intégrés dans le droit positif, mais du coup tombent sous la juridiction et sous l'autorité d'acteurs politiques, par exemple, qui peuvent avoir un agenda politique, de décideurs économiques, je ne sais pas. Voilà, comment vous voyez la chose? Alors après, voilà, moi, en tant qu'islamologue, j'analyse un phénomène historique majeur. Après, les avis des uns et des autres, ça sur la pertinence ou la validité, ça je laisse à chacun son opinion. Mais de fait, à partir de la fin de l'Empire ottoman et surtout après la décolonisation d'un certain nombre de pays arabes et musulmans, on a construit des États-nations modernes avec les institutions juridiques modernes et contemporaines qui vont avec. On a des parlements, des tribunaux civils, des cours constitutionnels, une constitution, un code civil, un code pénal. Et donc finalement, des outils juridiques ou des cadres juridiques et politiques qui n'ont rien à voir ou qui sont assez éloignés de ce qu'étaient les sociétés, les États musulmans prémodernes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un bouleversement, je dirais même, ça engendre une révolution épistémologique, de fait. Et à ce niveau-là, et ça, ces phénomènes-là ont été analysés par des islamologues, je pense à Noël Coulson, même Joseph Chart ont écrit sur ces sujets-là, Linan de Belfond, sur comment le droit musulman a été intégré dans le droit positif, et ce qui a donné ce que certains appellent, et ce que moi j'appelle le droit positif islamique, c'est-à-dire qu'en fait, on a intégré l'islam dans le droit positif moderne. Donc souvent, dans la plupart des pays arabes, ça se réduit souvent au droit de la famille, mais pas que. Par exemple, au Maroc, vous avez le Mudawanat Huquq al-Ainiya, donc le code de droit réel, donc sur le droit de propriété, etc., qui s'est énormément inspiré du fiqh malékite, mais pas que, aussi d'autres écoles juridiques, hanafites, etc. Et vous avez des pays même qui s'inspirent, et même beaucoup de pays, par exemple, s'inspirent encore en partie du droit pénal islamique traditionnel, dans certains aspects, même si le droit pénal a largement été sécularisé dans la plupart des pays musulmans. Et donc après, la question, c'est comment on fait lorsqu'on doit réformer cette loi, lorsqu'on doit la faire évoluer, parce qu'on est dans du droit positif, mais en même temps basé sur le droit religieux, sur le fiqh. Et je vais donner un exemple qui est celui de l'Égypte. On sait que l'article 2 de la constitution égyptienne dit que la charia est une source essentielle du droit. Mais donc ça veut dire que si une loi est votée et qu'elle est jugée contraire à la charia, ça veut dire qu'elle est anticonstitutionnelle. Mais pour juger de son anticonstitutionnalité, ça va passer par la cour constitutionnelle égyptienne, mais qui elle-même est une cour de juges civils. Ce ne sont pas des ulama. Et donc là, quand on analyse la jurisprudence de la cour constitutionnelle égyptienne, c'est très très intéressant. Et là, je renvoie aux travaux de Intisar Rab, par exemple, qui est professeur à Harvard, ou de Baudouin-Dupré, au niveau francophone en France, qui ont analysé ça. Et donc on voit par exemple que des fois, ils n'osent pas parfois vraiment analyser, donc ils vont parler des maqasid de sharia, parce que c'est assez large et extensif. Ils vont parler des thawabit ou al-mutaghayyirat, donc est-ce que ça relève de ce qui peut être changé ou pas. Donc on voit que finalement, il y a un équilibre qu'est-ce que les pays essayent de trouver à ce niveau-là, qui est assez subtil et qui n'est pas toujours évident. Et on a des catégories qui ont émergé, qui ont été analysées par exemple par le sociologue marocain Mohamed Mouaqit, qui parle des juristes positivistes musulmans. C'est-à-dire au sens, c'est en fait des spécialistes de droit positif, mais qui de fait sont aussi spécialistes d'aspects du droit musulman intégrés au droit positif. Oui. Et donc là, on aura les parlements, donc des responsables politiques qui vont participer au débat, à l'ijtihad de fait, la société civile, des organisations conservatrices comme libérales,
Et donc là, ça devient un phénomène très intéressant à observer en tant que chercheur, mais qui bouleverse complètement l'ordre traditionnel de l'ijtihad et le centre de l'autorité traditionnelle de dire le droit et de produire le droit. Mais ça, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que finalement, il y a un déplacement du centre de gravité de l'autorité. Tout à fait. C'est-à-dire l'autorité ne repose plus entre les mains des fuqaha, des juristes, de ceux qui interprètent la loi islamique, mais elle se déplace vers d'autres espaces, d'autres centres, des centres de pouvoir, des centres de la société civile. Vous évoquiez aussi, là récemment, il y a eu la discussion sur le code de la famille au Maroc, justement, et on avait vu un comité de savants marocains, justement, qui exprimait ses réserves et même sa critique de certaines dispositions qui ont été adoptées, je crois, par le Parlement. Est-ce que je pense que vous avez dû certainement suivre ces débats-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement, ça permet d'actualiser, d'inscrire cette thématique que nous abordons aujourd'hui dans le cadre de l'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces débats et ces tensions qu'il y a eu entre les comités de savants marocains et les dispositions qui ont été prises par rapport à ce code de la famille au Maroc? Alors parce que moi j'avais beaucoup analysé le cas de la réforme de la Moudawana au Maroc en 2004, et d'ailleurs je le cite dans l'ouvrage sur l'ijtihad collectif, et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait eu un processus initié par le roi du Maroc, qui selon l'ordre constitutionnel marocain interne a le statut d'Amir al-Mouminin, donc de commandeur des croyants, donc il joue un rôle sur les questions religieuses, mais en même temps il y avait le Parlement, il y avait les partis politiques, et il y avait la société civile dans sa diversité qui avait été intégrée au processus. Et dans la Moudawana de 2004, on restait dans ce que les islamologues ont analysé, hein, Noël Coulson, Wael Hallaq, dans globalement ce qu'on appelle le talfiq, ou le takhayyur, ou ce que certains appellent l'ijtihad al-intiqai. Est-ce que vous pouvez proposer une traduction de ces différents termes techniques? En gros, donc, moi, je parlais donc, l'ijtihad, on parle de la traduction, c'est l'ijtihad sélectif. D'accord. Et à ce niveau-là, donc, c'était l'idée de dire qu'on va chercher des avis dans la pluralité des écoles, même par exemple, on va dire, voilà, même si on est un pays malékite, on va prendre un avis de l'école hanafite, même un avis très minoritaire, et même prendre des avis qui sont contraires ou différents des 4 écoles connues, chez par exemple des compagnons du prophète qui avaient un avis isolé, ou alors des tabi'in, hein, des successeurs, ou alors des écoles juridiques, hein, comme l'école de Awza'i par exemple, ou les Zahirites, qui ont disparu, mais qui étaient considérées comme des écoles juridiques valides à une époque. On va prendre des avis minoritaires chez eux, qu'on va intégrer dans la loi. C'est comme ça, par exemple, voilà, on a pris pour la loi sur le divorce en Égypte, à un moment donné, dans d'autres pays, on a repris des avis d'Ibn Taymiyyah, hein, sur le triple divorce. On a repris... L'héritage est une question qui revient souvent, la question de l'héritage. Tout à fait, l'héritage qui revient souvent. Et l'évolution par rapport à ce que j'ai suivi des débats au Maroc actuel, c'est qu'on est en train de passer plutôt d'un ijtihad sélectif à ce que Noël Coulson appelait le néo-ijtihad, où finalement on est dans on souhaite toujours se revendiquer de l'ijtihad et d'un cadre qui resterait dans l'ordre de l'islam, mais en sortant un peu du cadre des avis des écoles juridiques et du fiqh, historique et traditionnel. Et qui a la main dans ces avis? Parce que ce ne sont plus les juristes, du coup. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, comme ça, c'est important. C'est-à-dire quand on parle d'ijtihad, c'est corrélé étroitement à la notion de juriste. Oui. De juriste musulman. Oui. Mujtahid, faqih, etc. Là, c'est plus le cas. Donc, est-ce qu'on est encore autorisé à parler d'ijtihad au sens religieux? C'est-à-dire que si on parle d'un point de vue religieux et islamique, forcément, il y aura toujours une volonté de catégoriser et de fixer des limites et des garde-fous. Mais moi, en tant que chercheur qui observe ce qui se passe, je constate que de fait, les fuqaha mujtahidoun ont perdu le monopole de l'ijtihad et que d'autres acteurs se sont appropriés l'ijtihad et que chacun forcément essayera de maximiser son rôle. Par exemple, dans le cas de ce qui se passe dans différents pays musulmans, les ulama essayent de maximiser le rôle dans ces réformes-là. Et donc, par exemple, parfois ils sont simplement consultés, parfois ils ont un avis qui est beaucoup plus important. Par exemple, en Égypte, Al-Azhar ou le Dar al-Ifta, al-Masriya, sur certaines questions, ont plus qu'un avis consultatif. C'est-à-dire que leur avis est pris en compte. Au Pakistan, vous avez un haut comité de savants qui a un statut constitutionnel.
Et donc, on voit au chapitre de manière assez importante sur les lois qui sont adoptées. Donc, ça va dépendre des pays et chaque acteur va vouloir maximiser sa place. Donc le pouvoir et l'influence des fuqaha est parfois institutionnalisé dans le droit positif et parfois il ne l'est pas. D'ailleurs, à part le Pakistan, est-ce que vous connaissez d'autres pays où justement, soit des structures, des comités, soit des acteurs qui viennent de ce monde-là, sont intégrés dans le dispositif moderne de législation? Est-ce que vous connaissez d'autres pays? Oui, bah même par exemple, notamment sur toute la question de la finance islamique, en Malaisie, vous avez des lois qui réglementent et qui régulent tout ça, avec les ulémas ou les experts dans le domaine de la finance islamique, qui ont un statut pour pouvoir participer au processus législatif et à la régulation du phénomène de la finance islamique, à travers notamment la Banque centrale. Donc là, ça a été vraiment encadré et centralisé. Oui, parce que le risque, finalement, c'est que le dispositif de l'ijtihad sort complètement du cadre religieux, c'est-à-dire peut-être pas tout de suite, mais à partir du moment où le processus historique et institutionnel est lancé, à partir du moment où il y a où le rôle des jurisconsultes devient soit enfin recule, on va dire recule ou est minorisé, finalement, c'est une perte d'influence du cadre et de l'esprit de religieux dans la détermination dans la pratique de l'ijtihad, pardon. Ça c'est. Ouais, tout à fait. Après, par exemple, vous aviez des auteurs déjà dans les années 60-70 comme le réformiste Kemal Farouki, qui est pakistanais d'origine, qui disait que le statut de mujtahid classique avait tellement de conditions et aussi que la période contemporaine était tellement complexe qu'aujourd'hui une seule personne ne peut pas prétendre à ce statut. Et que donc justement, même s'il utilisait peut-être pas l'expression d'ijtihad collectif, il disait que seul un collectif réunissant différentes compétences pourrait prétendre à ce statut de mujtahid. Donc il y avait l'idée que le mujtahid, c'est finalement pas un individu mais un collectif. Donc il y avait cette idée qui était intéressante. Et Ahmed Ramlichi, par exemple, que j'ai cité avant, le juriste marocain est intéressant parce que lui, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler de droit musulman, mais qui en même temps est un juriste de droit positif. Bon. Donc, de fait, vous avez des juristes de droit positif qui se retrouvent aussi mêlés à des questions de réforme et d'interprétation du droit musulman, parce que le droit musulman et le droit positif se sont fusionnés sur certains aspects seulement de la loi. D'autres aspects ont été partiellement ou complètement sécularisés. Alors vous parliez tout à l'heure de ces institutions ottomanes qui sont devenues après du Code civil moderne, j'ai oublié le nom. La Medjelle, ouais. Voilà, on dit souvent aussi, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce qu'il y a parfois des légendes qui se créent, que Napoléon, quand il partait en Égypte, aurait été influencé par le droit musulman local, et donc Napoléon est le fondateur du Code civil français moderne. Donc je ne sais pas si cette influence est avérée ou si elle relève du mythe. Hein. Voilà. Donc et donc je voudrais qu'on aborde maintenant la question finalement une question qui est centrale dans votre ouvrage, qui est la question de l'ijma' et donc des relations entre cet ijtihad collectif et l'ijma'. Alors pour commencer, bien évidemment, une définition ou plusieurs définitions. C'est quoi un ijma'? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, l'ijma', en fait, on traduit par consensus, c'est l'idée que le consensus est à la fois une source du droit musulman, donc ça a été catégorisé dans les usul fiqh comme la troisième source. Est-ce que on en profite, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quelles sont les différentes sources du droit musulman? Donc, selon les usul fiqh, même si ça peut varier d'une école à l'autre, il y a consensus sur le fait ou quasi consensus justement pas, la première source c'est le Coran, la deuxième la Sunna, la troisième le consensus, donc l'ijma'. Ensuite, c'est ce que moi j'appelle les outils rationnels, donc c'est le qiyas, raison par analogie. Et ensuite, ça peut varier, mais vous avez notamment l'istihsan, qu'on traduit par préférence juridique, les masalih al-mursala, notamment dans l'école malékite, c'est l'idée de prendre en compte l'intérêt particulier ou l'intérêt général, hein, dans la production normative. Et après, vous avez aussi des sources secondaires comme l'urf, la prise en compte des coutumes et d'autres. Voilà. D'accord. Et donc voilà, donc l'ijma', définition, on parlait de consensus, est-ce qu'il y a plusieurs définitions? Voilà, est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Alors il y a évidemment plusieurs définitions et je pense que les vrais débats sur l'ijma', alors il y a des débats entre les islamologues où par exemple Camille Mansour considère que vraiment l'avènement de l'ijma' se fait beaucoup à la période de Shafi'i, qui est considéré par beaucoup d'auteurs, c'était le cas de Joseph Charte et d'autres, comme un peu le fondateur des usul fiqh, des fondements du droit musulman. D'autres considèrent qu'en fait,
il y avait déjà beaucoup de production avant, notamment avec des savants irakiens qui avaient déjà produit à ce niveau-là, et que finalement l'imposition des usul al-fiqh tels qu'on les connaît ou leur normalisation, leur généralisation s'est faite plus tard. Hein, c'est ce que dit Wael Hallaq, par exemple, l'islamologue qui est professeur à l'université de Columbia. Donc là, il y a ce débat déjà sur la question de la chronologie. D'accord. Et ensuite, donc la définition, alors rappelez-nous, c'est quoi précisément? Alors, par rapport à l'ijma, donc dans les premiers temps, il y a eu des débats. Par exemple, Shafi'i parlait à un moment donné plutôt d'un consensus de toute la communauté. Certains parlaient, dans l'école malékite, on parlait du consensus des savants de Médine. Certains parlaient du consensus seulement des compagnons du prophète. Mais dans l'histoire longue du droit musulman, l'idée c'était le consensus des juristes musulmans, des savants musulmans, à travers l'histoire. C'est l'idée que sur certaines questions, il y a eu un consensus de savants. Donc il n'y a pas de limite de temps pour déterminer un consensus sur une question. Il n'y a pas de limite de temps ou d'espace. Alors certains parlaient de Médine, etc. Donc ça, il y a une limitation de l'espace. Le consensus des compagnons, donc il y a une limitation aussi dans le temps et l'espace, parce que les compagnons ont vécu à une période et sont morts ensuite. Sinon, il n'y a pas on délimite pas un temps et un espace pour le... Non, alors la définition dominante du droit musulman historique, classique, de l'ijma, c'est de dire que c'est un consensus qui a été établi par les savants musulmans d'une époque, sur une question donnée, mais qu'ensuite le ravi fera autorité pour toutes les générations postérieures. Et ça contredit pas le principe de dynamisme du fiqh qui justement doit répondre à toutes les questions, ce que vous disiez tout à l'heure sur Iqbal, la citation. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ça? Certains auteurs, justement, ont vu, c'était le cas, par exemple, moi je pense à un juriste égyptien, le Moutawalli, par exemple, constitutionnaliste égyptien, qui disait que pour lui, l'ijma ne devait pas être pris en compte à l'époque contemporaine, parce qu'il le voyait comme un outil de sclérose, justement. Mais la manière dont les juristes musulmans voyaient la chose, c'était que l'ijtihad va concerner un certain nombre de questions, qu'on appelle le furu', mais ne touchera pas aux questions qui ont fait l'objet d'un consensus. Donc c'est l'idée, c'est la limite entre le contingent et l'immuable. Voilà, donc ce qui a été entériné par l'ijma rentre dans la catégorie de l'immuable, selon en tout cas cette définition. Peut-être des exemples pour que notre public comprenne mieux. Voilà, l'ijma, c'est quoi? Bon, par exemple, ça concerne aussi les points du dogme, les éléments de la pratique religieuse comme la prière. Tout à fait. Alors déjà, voilà, par exemple, on évoque les 5 piliers de l'islam, la prière, certains grands interdits, l'obligation de la zakat, l'interdiction, je sais pas, de la consommation de porc, etc. Et ensuite, il y a un débat sur la réalité ou non de l'ijma. Notamment, il y a des savants contemporains qui ont dit, voilà, il y a eu beaucoup de juristes musulmans sur ce sujet qui ont prétendu qu'il y avait un ijma, mais qui vont démontrer qu'en fait, il y avait d'autres avis, et que donc, il y avait une prétention à l'ijma qui n'était pas fondée, mais on était plutôt dans un avis majoritaire, mais qui n'était pas un consensus. Donc, c'est pas l'unanimité, c'est à la majorité. Donc ça, c'est la première méthode qui a été utilisée pour un peu remettre en cause certains consensus. Ensuite, il y a eu toute une réflexion de certains savants contemporains. Donc, je cite dans mon livre Mahmoud Chaltout, je cite Ala al-Fassi, le savant marocain, et beaucoup d'autres, Mustafa Zarqa était aussi de cette opinion, qui disent non, l'ijma, ils reconnaissent que c'était une autorité importante du droit musulman parce qu'elle permet à un moment donné de l'histoire de donner une autorité et une uniformité au droit. C'est un garde-fou aussi contre les dérives possibles. Tout à fait. De certains avis marginaux et peut-être folkloriques. Exactement. C'est un peu ça? C'est un garde-fou et ça permet aussi de fixer le droit à un moment donné, de lui donner une stabilité. Et c'est là qu'il y a eu une divergence entre à la fois les penseurs musulmans et les islamologues, où certains ont vu dans l'ijma un outil de sclérose, d'autres un outil de dynamisme. Par exemple, Henri Laoust, le célèbre islamologue français, voyait dans le consensus à la fois la possibilité en germe de continuité et de changement. Louis Miliau parlait du vox populi de l'islam ou du magistère de la Ummah. Donc il avait un regard positif par rapport à ce que pourrait apporter le consensus. Abdelwahab Khalaf, savant musulman et juriste musulman contemporain, voyait aussi, il parlait d'un outil fertile
qui permet donc de faire bouger le droit. Parce qu'en fait, finalement, l'ijma', qu'est-ce que c'est? Ça va être la validation d'un ijtihad. Donc l'ijtihad, à la base, c'était un renouveau du droit, qui va ensuite être fixé pour lui donner une autorité incontestable ou quasi incontestable selon les définitions. Mais donc je reviens sur ce que je disais par rapport aux savants que j'ai cités, mais on peut ajouter par exemple Mohamed Abdou, même Rachid Reda a un peu défendu cette position-là, qui disait que finalement l'ijma', tout en reconnaissant son autorité, devait pouvoir être mis en cause de nouveau par un collectif de savants ou par des savants contemporains, dans la mesure où l'ijma' était lié aux circonstances d'une époque et à la maslaha, c'est-à-dire à l'intérêt ou à l'intérêt général, et que si les circonstances et la maslaha évoluaient, l'ijma' pouvait aussi évoluer. Donc ça, c'est une position à la base minoritaire, mais qui a fait son chemin et qui, de fait, me semble aujourd'hui, sur certains aspects, dominante, en tout cas par rapport à la manière dont les législations positives contemporaines ont évolué. Et donc finalement, ça revient à ce qu'on disait précédemment, c'est que dans ce cas-là, ça signifie qu'on redéfinit l'ijma' en le situant dans une époque. Parce Tout que à fait. finalement, voilà, et ce qui permet à d'autres ijma' d'abolir un ijma' précédent. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. D'ailleurs, il y avait un débat intéressant. Par exemple, l'islamologue Georges Ourani avait écrit un article de référence dans les années 60 sur l'ijma', où lui expliquait qu'en fait, selon lui, il n'y avait pas de base scripturaire sur l'ijma'. Après, il a été critiqué donc de manière postérieure par l'islamologue Wael Hallaq en disant mais c'est pas un islamologue de juger de la validité ou pas d'un système de droit datant du Moyen Âge, mais il doit simplement constater quelles sont les sources d'autorité ou pas de ce droit-là pour voir son évolution et ses dynamiques internes. Donc il y a eu ce débat au sein de l'islamologie, mais même Georges Ourani qui avait cette critique-là disait qu'il serait prêt à accepter l'idée d'un consensus révocable à l'époque contemporaine qui pourrait s'exercer à travers des conciles écuméniques musulmans. Donc en fait, il posait les termes des comités de fatwa internationaux pratiquant l'ijtihad collectif. Et puis on s'appuie souvent sur le hadith qui dit que le prophète aurait dit ma communauté ne se mettra jamais d'accord sur une erreur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, ouais. Alors, mais il y a des savants du hadith qui ont affaibli ce texte, donc ça a aussi généré des débats sur le fait, sur le fondement. Tout à fait. Et il y a eu des interprétations aussi comme celle de Mohamed Abdou qui disait que on parle d'une absence d'erreur morale, mais pas forcément d'erreur d'appréciation. Donc après, il y a eu ces subtilités dans l'interprétation. Alors, l'une des thèses de votre livre consiste à dire que l'ijtihad collectif, justement, est une solution possible pour libérer la jurisprudence islamique des limites de l'ijma'. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais. Alors bon, c'est pas nécessairement ma position, mais disons qu'en tout cas, je mets en valeur des auteurs qui vont dans ce sens. Mais effectivement, donc la manière chez ceux qui vont défendre l'ijtihad collectif, il y a vraiment l'idée que l'époque contemporaine, l'époque moderne amène des problématiques et un niveau de complexité, que ce soit l'économie, le progrès de la science, la médecine, maintenant avec la numérisation, et qu'un savant musulman traditionnel n'a pas les outils, les moyens d'offrir des réponses adéquates. Et donc il y a l'importance de mutualiser les savoirs, de confronter les analyses et les opinions, et d'intégrer des experts profanes, entre guillemets, au processus de réflexion et de production de la norme, et que c'est la seule voie qui peut permettre vraiment au droit musulman d'être en phase avec l'époque actuelle. Et donc ça, voilà, je renvoie à différents auteurs dans mon livre sur cela, mais c'est vraiment là l'argument central. L'autre élément, c'est que les comités de fiqh internationaux vont essayer d'amener une forme d'unité symbolique, c'est ce que disait l'islamologue Kamil Mansour, au moins religieuse, de la communauté musulmane, et une certaine standardisation d'un droit musulman un peu standardisé au niveau international sur certaines questions comme par exemple le halal, on peut prendre l'exemple du halal ou de la finance islamique, hein, dans le contexte pour reprendre l'expression d'Olivier Roy, d'un islam globalisé. Bon. Donc ça c'était un autre élément intéressant, même s'il y a un débat, par exemple Ahmed Khamlichi lui dit qu'en fait pour lui un ijma ou un ijtihad collectif serait plus pertinent au niveau local qu'au niveau international, parce que justement au niveau local, il y a des spécificités telles, des cultures différentes, des contextes différents. Donc là, encore une fois, pardon de vous interrompre, là une nouvelle fois, on redéfinit le champ de l'ijma'. On parlait tout à l'heure de l'époque, maintenant c'est la géographie.
Tout à fait. Donc on limite dans le temps et on limite dans l'espace. Dans l'espace, d'accord. Donc il y aurait une coexistence de plusieurs ijma selon la géographie. C'est ce que disait aussi l'intellectuel pakistanais Kamal Farouki, que je cite. Donc il y avait l'idée que l'ijtihad collectif, alors c'est ce qu'ils disent de manière directe ou indirecte, serait plus pertinent à un niveau local, alors que pour d'autres, ils voient sa pertinence plutôt à un niveau international. C'était le cas par exemple, Wahba Zuhaili, le savant musulman syrien. Pour lui, l'ijtihad collectif, c'était la plus grande avancée du droit musulman et de l'ijtihad au niveau contemporain, après les efforts des réformistes du 19e siècle et du 20e siècle. Est-ce que du coup, l'ijtihad collectif peut être conçu comme une machine à fabriquer de nouveaux ijma? Très très grand débat sur ce sujet, avec beaucoup de divergences entre auteurs. Certains, comme par exemple Abdelwahab Khalaf, semblent défendre cette position, sans vraiment le dire de manière totalement explicite. D'autres disent que non, disent qu'en fait l'ijma a des spécificités et des conditions beaucoup plus strictes que l'ijtihad collectif, surtout que le processus d'ijtihad collectif, souvent, c'est une décision qui débouche sur un avis majoritaire, avec des avis minoritaires, qui y seront opposés. Donc ça correspond pas à la définition, en tout cas classique, de l'ijma. Mais je dirais que voilà, ça dépend de quelle définition on donne de l'ijma, parce qu'aussi si on le redéfinit dans un contexte contemporain, l'ijtihad collectif pourrait tout à fait produire un ijma contemporain. Donc il y a des débats là-dessus, mais certains considèrent effectivement que l'ijtihad collectif pourrait être la voie pour produire un ijma contemporain et permettre donc un renouveau du droit, et l'ijma pourrait donner, ça c'est Mohamed Hashim Kamali qui notamment développait là-dessus, l'ijma donne une autorité à un avis juridique qui va le rapprocher de l'autorité, par exemple, qu'aura un texte de la Sunna ou du Coran. Et donc, dans ce sens-là, l'outil de l'ijma garde une pertinence, parce que certains, je pense à des penseurs plus libéraux comme Mohamed Shahrour, considèrent vraiment que l'ijma c'est un outil de sclérose dépassé et qu'il faut pratiquement s'en débarrasser, mais d'autres voient une pertinence. Et moi, il y a un exemple que je cite dans ma conclusion, où là on voit tout l'intérêt notamment de l'ijma, et aussi, moi je fais une suggestion sur la question de l'ijtihad collectif, c'est sur la question de l'abolition de l'esclavage. Et justement, il y a tout un débat parce qu'on sait que même si l'islam a promu la libération des esclaves et l'émancipation des esclaves dans un contexte où l'esclavagisme était la norme mondiale, il n'a pas été aboli techniquement dans le droit musulman, et il a continué à être pratiqué à travers l'histoire, avec un droit musulman qui ne l'interdisait pas, qui fixait des restrictions, mais qui ne l'interdisait pas. Et est venu à l'époque contemporaine une interdiction de l'esclavage, dans de nombreux pays. On a eu une interdiction fin du 19e en Tunisie, on a eu l'Arabie Saoudite au 20e siècle, jusqu'à ce que finalement tous les pays musulmans abolissent l'esclavage en signant notamment les conventions internationales. Et là, moi, donc du coup, c'est plus une question, à part en Mauritanie ou dans certaines régions, mais ça reste quand même extrêmement limité. Ça reste extrêmement limité. Après, il y a la question de l'esclavage moderne que j'évoque, et il y a aussi, par exemple, à un moment donné, des groupes extrémistes comme Daesh qui avaient pratiqué l'esclavage de manière en plus très brutale et très violente. Et donc, moi, en s'appuyant justement sur la jurisprudence classique. Tout à fait. Et donc, à ce niveau-là, moi, je fais référence à deux sources. Une première, c'est celle de l'islamologue Bernard Freeman, qui a écrit la préface de mon ouvrage, qui, lui, avait été un des premiers dans un article scientifique publié dans une revue américaine, à évoquer le rôle de la maslaha dans l'abolition de l'esclavage, et d'évoquer aussi l'existence d'un ijma contemporain interdisant l'esclavage. Ensuite, il y a eu des débats sur ça, et il y a eu le livre du cheikh syrien Mohamed El Yaqoubi, qui disait un livre où il réfutait théologiquement les arguments de Daesh, pour expliquer qu'ils étaient contraires à l'islam, etc. Et dans son livre, à un moment donné, il dit que rétablir l'esclavage comme l'a fait Daesh, c'est contraire au principe de l'islam, c'est haram, etc. Il explique pourquoi. Et à un moment donné, il dit qu'il y a eu un consensus de la Ummah qui interdit l'esclavage, et donc le pratiquer est contraire à ce consensus, donc contraire à l'islam. Mais quand il parlait de ce consensus, il faisait référence à quoi? Au traité signé
au XXe siècle par les pays musulmans? Parce Alors, que dans le droit musulman classique, il existait encore l'esclavage. tout à fait. Donc, de quel ijma il parlait en fait, Alors, ce savant syrien? Tout à fait. Donc ça, c'est un point intéressant parce que justement sur cette possible ambiguïté, elle a été invoquée par le professeur Jonathan Brown, professeur à l'université de Georgetown aux États-Unis, qui a écrit un livre qui s'appelle Islam and Slavery, hein, l'islam et l'esclavage. Et il dit, mais peut-être que Yaqoubi, en fait, il parle du consensus simplement de fait au sens où il y a eu un consensus, mais pas au sens technique du droit musulman. Donc moi, j'ai interviewé pour ma recherche le cheikh El Yaqoubi pour demander des clarifications. Et lui m'a dit non, j'utilise le terme d'ijma au sens du droit musulman. Pourquoi ? Parce qu'il dit déjà, l'islam, et ça il dit c'est quelque chose qui a été peut-être sous-estimé, accorde une importance aux traités internationaux. Et il cite l'exemple à l'époque du prophète de Hilf al-Fudul, en disant quand un contrat international est signé, on peut accepter des normes. Donc le Hilf al-Fudul, le pacte de chevalerie comme on le traduit parfois, qui était avant l'islam, donc un engagement des habitants mécois, hein, c'était à la Mecque, de venir en aide à toute personne qui serait opprimée ou qui serait victime d'une injustice. Tout à fait, et de fait c'était une loi entre guillemets laïque au sens où profane, mais le prophète Mohammed a dit qu'il l'accepterait dans l'islam, après l'islam. Donc c'est l'idée de dire qu'on peut accepter une loi profane et qu'on accorde de l'importance aux traités et aux conventions. Donc il prend cet exemple-là pour dire quand les pays musulmans signent les traités internationaux abolissant l'esclavage, ça a une valeur islamique. Le deuxième élément, il dit ces traités-là, ils ont été acceptés par les autorités musulmanes de l'époque, il n'y a pas eu de contestation, ou peut-être en tout cas pas de contestation majeure. Donc il dit ça rentre dans le cadre de al-ijma' sukouti. Donc c'est le consensus implicite au sens où il y a un avis majoritaire et s'il y a et on considère que il y a un consensus valide dans le sens où ceux qui ont gardé silence ne sont pas pris en compte. Mais est-ce qu'on ne peut pas reprocher à cet avis le fait que dans certains pays musulmans, il y a des contextes autoritaires, il y a des contextes de répression politique, on le voit dans certains pays musulmans où il y a des cadres religieux, hein, des ulamas, des imams qui sont emprisonnés hein, pour leur position justement. Est-ce que le silence dans ces contextes-là ne peut pas être tout simplement attribué non pas à un consentement, mais à de la peur ou voilà, on a peur des représailles, tout simplement. Bah, ça, c'était aussi une des limites qu'évoquait Jonathan Brown dans son livre, et que moi j'évoque aussi comme, là, je sors un peu, mais je vais répondre à votre question, que j'évoque aussi dans mon livre comme une des limites de l'ijtihad collectif, au sens où il peut parfois y avoir un manque d'indépendance des comités de fiqh et de fatwa, du fait de pressions politiques ou idéologiques ou sociales, qui peuvent influer sur l'indépendance intellectuelle. Donc ça, effectivement, c'est une vraie limite. Ensuite, si on parle vraiment de stricto sensu de la question de l'esclavage, à ma connaissance, il y a eu, à travers les recherches qui ont été faites ou les observations qui ont été faites, il n'y a eu aucun mouvement de contestation majeur sur ces décisions-là qui auraient ensuite été réprimées ou réduites au silence. Donc après, il faut voir au cas par cas ce qui a existé ou pas. Donc moi, je pense que voilà, on peut considérer qu'il y a eu un consensus ou une forme de consensus entérinant l'abolition de l'esclavage et que c'est un progrès salutaire pour le droit musulman. Et que moi, je suggère dans le livre que même par l'ijtihad collectif, on devrait aller plus loin en évoquant la question et la problématique par exemple du travail forcé des mineurs, la question de tout ce qui relève de l'esclavage moderne. Est-ce qu'on pourrait penser que finalement aujourd'hui l'ijtihad collectif est l'un des principaux outils qui permettrait de réenclencher la dynamique de l'ijtihad, alors qui a été limité ou freiné par des siècles de taqlid, hein, ce qu'on appelle l'imitation aveugle. Alors il y a ce débat sur les fermetures des portes de l'ijtihad, donc vous l'abordez rapidement, hein. Vous parlez de Joseph Charte, donc l'orientaliste, voilà, qui défendait cette thèse-là. Vous rappelez que Wael Halaq, donc un islamologue contemporain, a réfuté cette thèse en s'appuyant sur des exemples. Et vous citez un troisième nom qui est Jackson, je crois. Oui, Sherman Jackson. Voilà, qui finalement a une position intermédiaire en disant effectivement c'est pas linéaire, c'est pas une période il y a que l'ijtihad et après il y a que du taqlid, voilà. Mais à un moment donné, l'ijtihad a été en déclin
quotidien et le taqlid est devenu assez important et la pratique de l'ijtihad était parfois mal vue par des savants. Donc ça, c'était aussi une réalité. Tout à fait, je cite ce débat dans l'islamologie contemporaine entre Joseph Chart, Wael Hallaq et Sherman Jackson, donc 3 islamologues, sur justement la question des fermetures des portes de l'ijtihad, parce que je trouve que c'est un débat très très riche. Et par exemple sur la question de l'importance du rôle de l'ijtihad collectif dans la redynamisation de l'ijtihad moderne, je pense que c'est un fait aussi bien par rapport au rôle que jouent les comités de fiqh et de fatwa, nationaux comme internationaux, dans l'évolution qu'ils ont amené du paradigme herméneutique, et je dirais même un peu une forme de renouveau épistémologique. Donc herméneutique, l'interprétation des textes. L'épistémologie, c'est ce qui est relatif à la science, c'est-à-dire les conditions de possibilité et de fonctionnement d'une science. Tout à fait, parce que quand on voit les acteurs nouveaux qui sont intégrés au processus, on est dans une forme de révolution, en tout cas au moins d'évolution épistémologique. Donc pour moi, ça c'est un élément majeur. Et vous avez des gens comme l'islamologue Mohamed Hashim Kamali, ou le savant musulman que j'avais cité aussi, Zuhaili, qui considèrent, eux, que c'est un des faits majeurs principaux de l'évolution et du renouveau du droit musulman, l'émergence de cet ijtihad collectif. Est-ce qu'on peut dire que l'ijtihad collectif correspond à la pratique de ce qu'on appelle l'ijtihad al-mutlaq, c'est-à-dire l'ijtihad absolu, où on est la forme contemporaine, si vous préférez, en sachant qu'il y avait 2 formes d'ijtihad, l'ijtihad au sein d'une école, et puis c'est cet ijtihad qui nécessitait aussi des compétences très importantes. Donc est-ce que finalement, étant donné la complexité de la science, étant donné que beaucoup de questions sont transversales et impliquent des compétences dans différents domaines et qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, on peut même dire qu'il est impossible aujourd'hui pour certaines questions de réunir toutes ces compétences-là, est-ce que vous diriez donc que l'ijtihad collectif correspond aujourd'hui à la forme contemporaine de l'ijtihad al-mutlaq? Alors je pense que c'est une analogie ou une mise en relation qui est assez intéressante et pertinente, dans la mesure où, quand on analyse l'émergence de l'ijtihad collectif, une de ses caractéristiques, peut-être par rapport à l'ijtihad historique dominant en tout cas, c'est justement le pluralisme des écoles juridiques. C'est-à-dire que les comités de fiqh au niveau international, mais même au niveau national, aujourd'hui, ne se réfèrent plus à une seule école. Par exemple, on va dire que les Marocains vont se référer uniquement à l'école malékite, les Égyptiens à l'école chaféite, etc. Mais il y a une prise en compte de la pluralité des avis, et donc on va prendre un avis sur une question des malékites, sur une autre question on va prendre des hanafites, et même ce que je vous avais dit, la méthode est allée au-delà, on va prendre même des avis d'autres écoles ou de successeurs ou de compagnons. Donc là, sur le plan méthodologique, c'est aussi une évolution importante qui se rapproche un peu de l'idée d'ijtihad indépendant et mutlaq. Et en même temps, la mutualisation des savoirs et des autorités dans le processus fait que de fait, ça donne une envergure plus grande à cet ijtihad qui le rapproche aussi de l'idée d'ijtihad mutlaq. Alors, page 88 de votre ouvrage, vous parlez donc d'ijtihad étatique. Vous l'avez déjà, vous avez commencé à l'aborder dans cet entretien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce que vous avez déjà expliqué, c'est-à-dire l'introduction du droit musulman dans le droit positif moderne, l'ouverture de l'ijtihad à la société civile et donc aussi à des acteurs politiques. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ajouter sur cette notion d'ijtihad étatique? L'ijtihad étatique, c'est une formule scientifique dont je suis le créateur et l'initiateur, qui désigne un phénomène que d'autres ont analysé avant moi. J'ai cité Noel Coulson, mais vous en avez beaucoup d'autres, Baber Johansen, dans une certaine mesure sur le cas notamment de la Cour constitutionnelle égyptienne, Intisar Rabb, qui est professeur à Harvard. Donc il y a eu beaucoup de travaux sur le plan islamologique. Wael Hallaq a aussi beaucoup écrit là-dessus. Donc en fait, c'est pour désigner un phénomène contemporain où de positivisation du droit musulman, donc on intègre des parts du droit musulman au droit positif, ce qui fait qu'on va aussi fixer le droit. Par exemple, dès la Medjele ottomane, lorsque vous codifiez le droit, en plus d'en changer la forme, vous allez sélectionner les opinions qui deviendront la norme unique pour un juge. Dans l'époque prémoderne, un qadi, il allait se référer au livre de fiqh et prendre l'avis qui lui semblait le plus pertinent pour le cas qu'il devait juger. Là, il faut appliquer l'article 1, l'article 2, l'article 10 du code pénal, du code civil, du code du droit de la famille, etc.
Donc on est dans un bouleversement important, à la fois de l'autorité, hein, et comme disait l'islamologue Camille Mansour, quand on parle de réforme du droit musulman, la question de l'autorité est centrale. Hein. Donc là, on a un bouleversement de l'autorité. On a l'intégration du droit musulman à un processus tout à fait nouveau. Je vous ai cité tout à l'heure le cas de la Cour constitutionnelle égyptienne, qui me semble aussi être un cas très intéressant. Et de l'autre, ça même, moi, je pose parfois des questions qui sont assez théoriques. Mais si on prend la conception classique du droit musulman, il y a l'idée que, comme la charia est une loi révélée, hein, qui vient de Dieu, qui a une source divine, donc elle est au-dessus de tout, on va dire. Mais dans les faits, parce que selon la pyramide de Kelsen, la Constitution est au-dessus de la pyramide des normes, hein, la Constitution, la loi, décret, etc. Donc si on intègre l'islam ou la charia dans la Constitution, hein, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, l'islam est la religion de l'État, selon la Constitution, ça veut dire que l'autorité de l'islam, dans le droit et dans la société, ne sera pas forcément une autorité naturelle qui découle de la loi islamique, mais une autorité qui lui est donnée par la Constitution. Vous voyez ? Donc théoriquement, ça pose une sorte de question Oui, théorique. on inverse les rôles finalement. Ce n'est Voilà. plus la loi religieuse qui accorde une autorité à des acteurs civils ou civiques. Ce sont les acteurs politiques, au sens profane du terme, qui Voilà. déterminent ce qui relève. C'est ça. C'est le droit positif qui va donner, qui va accorder une place ou non, plus forte ou non, à la religion, à l'autorité religieuse. Donc ça, c'est aussi un bouleversement, je dirais, entre l'époque moderne et prémoderne. Et d'ailleurs, ça fait l'objet aussi de recherches actuelles par l'islamologue Wael Hallaq sur le fait que la conception de l'État prémoderne, notamment dans le monde musulman, et la conception moderne, en fait, conception à la base plutôt occidentale, d'un État tout-puissant qui a le monopole de la violence légitime, etc., mais qui s'est mondialisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est devenu le modèle dans tous les pays, jusqu'en Arabie Saoudite. Et pour lui, cette conception-là, elle est vraiment complètement différente de celle dans laquelle le droit musulman s'est structuré, et ce qui crée un changement de paradigme énorme. Donc l'ijtihad étatique, c'est un peu tout ça. Et on voit aussi qu'il y a eu des évolutions, c'est-à-dire que si vous prenez les réformes qu'il y avait eu, notamment du droit de la famille, de Ahwal al-Sharsiya, dans les années 50, 60, 70, puis ensuite dans les années 2000, ça, si vous prenez ce qui a pu se passer en Syrie, en Égypte, en Tunisie, au Maroc et dans d'autres pays, on voit que les nouvelles réformes vont plus loin et parfois utilisent des méthodologies nouvelles. Et je dirais que la tendance aujourd'hui, c'est de garder la référence à l'ijtihad, de vouloir garder la référence à l'islam, mais de s'éloigner de plus en plus de la référence au fiqh. Voilà, c'est ça la tendance que j'observe dans beaucoup de pays arabes et musulmans. Est-ce que c'est pas dangereux de laisser l'ijtihad sous le contrôle de l'État, en particulier dans certains pays autoritaires du monde musulman Oui, parce que de toute façon, c'est par principe, ça s'applique que dans des pays musulmans. Mais voilà, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il y a des garde-fous qui sont pensés ou qui sont mis en pratique? Alors, je dirais il y a deux aspects. Il y a un aspect où certains voient positivement le rôle de l'État au sens où ça fixe un cadre, ça fixe des normes, ça évite une sorte d'anarchie religieuse, notamment l'émergence aussi de groupes jugés hétérodoxes ou extrémistes, etc. De l'autre, effectivement, il y a aussi le risque, et ça existe de fait, de l'instrumentalisation politique de la référence religieuse, qui pose question et qui est critiqué aussi. Il y a aussi des débats là-dessus. Donc il y a les deux aspects, je dirais. Il y a un aspect qui est vu par certains comme positif, et il y a ceux qui s'y opposent, qui voient cet aspect-là de la manipulation ou de l'instrumentalisation religieuse à des fins politiques par les États et par les instances étatiques, et aussi finalement empêcher parfois certaines forces de la société civile, voire des ulémas qui sont devenus aujourd'hui des acteurs secondaires et un peu des acteurs parmi d'autres de la société civile, qui vont être consultés comme on va consulter une association de droits de l'homme, etc., dans le processus législatif, et parfois même marginalisés à un point où
euh, ceux qui étaient centraux dans l'ordre de référence, aujourd'hui deviennent vraiment des acteurs secondaires. Après, voilà, ça varie selon les pays, il y a des changements, mais clairement, on est dans un contexte qui est très très différent de ce qu'on avait encore il y a 50 ans, il y a 100 ans. Quel est le rapport entre la fatwa et la loi? Alors, il y a plusieurs catégories de fatwas, hein. Il y a des fatwas qui sont des réponses individuelles et particulières, et puis il y a des fatwas qui ont une portée collective. Donc, peut-être juste une présentation sommaire, hein, Alors, si c'est nécessaire. Mais voilà, il y a comme cette question du rapport entre la fatwa, enfin de la question de la relation entre la fatwa et la loi dite positive, qui laisse supposer presque que le fiqh est devenu caduc et obsolète, puisque finalement la norme juridique est déterminée par les États modernes. Donc, qu'est-ce qui reste encore comme place pour la notion de fatwa, finalement? alors, il y a deux aspects là. Donc, la fatwa, un avis juridique, hein, de droit musulman, émis par un juriste musulman habilité à le faire, selon en tout cas les catégorisations classiques. Donc la fatwa, elle se caractérise par son aspect non contraignant. C'est-à-dire qu'une fatwa, c'est un avis, mais qui ne s'impose pas forcément à l'ensemble des musulmans. Donc il y a ces espaces de la société, hein, c'était pas le doyen Carbonnier, c'était, j'ai oublié son nom, un grand juriste français qui parlait des espaces de non-droit, mais pas au sens, parfois on l'entend, mais au sens où il disait qu'en fait ce sont les espaces qui sont laissés à la liberté individuelle et à la liberté de conscience. Donc c'est-à-dire que si un juriste produit une fatwa, un musulman est libre d'y adhérer et de la suivre. Donc il y a un espace qui est laissé à ces fatwas et à ce droit musulman. Dans l'ordre, je dirais, dans cet espace de non-droit ou cet espace privé, privatisé. Ensuite, dans l'interaction avec le droit positif, c'est qu'on aura des fatwas, individuelles ou collectives, notamment de comités qui pourront avoir un statut légal, consultatif, qui de fait seront prises en compte par le pouvoir politique, pourront orienter ces décisions, pourront même, des fois, être intégrées au droit positif. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure sur la question du testament en islam. À l'époque, je crois que c'était la loi égyptienne qui avait repris une fatwa de l'école Zahirite d'Ibn Hazm. Donc là, voilà, on a une fatwa qui va devenir la loi positive, donc contraignante. Mais derrière, vous aurez, je ne sais pas, 50 fatwas sur le même sujet qui n'auront aucun impact sur le plan législatif. Vous voyez, donc on a cette interaction entre droit positif, entre un droit privé, si je puis dire, ou une doctrine juridique qui influera les consciences, qui influera la société à travers certains segments de la société civile. Parfois, on aura un droit un peu plus informel à travers la finance islamique, où là, on est dans des banques privées, mais qui, par leur réglementation privée, intérieure, le règlement intérieur, légiféreront elles-mêmes que leur norme doit être conforme à ce que décident les Sharia Board, les comités d'experts en finance islamique et en droit musulman, qui vont dire, voilà, tel produit, là, c'est la murabaha, donc ça on l'accepte, tel produit là, non, il n'est pas islamique. Donc là, finalement, il y a différents espaces. Vous voyez, là, il y a un espace qui est de fait juridique, mais c'est pas la loi, hein, c'est le règlement intérieur, par exemple, d'une banque ou d'une entreprise, et vous avez la liberté de conscience d'une partie de la société civile, et parfois c'est le droit positif. Oui, là on a des espaces très intéressants. Alors, pour conclure cet entretien, Yann Ismail, vous traduisez le terme d'ijtihad par la notion d'ijtihad par le terme d'herméneutique, donc qui signifie, donc c'est un terme que vous avez beaucoup utilisé dans cet entretien, qui signifie donc l'interprétation d'un texte. Or, on entend souvent dire que le droit musulman dit que là où il existe un texte, donc c'est-à-dire un verset du Coran ou un hadith, hein, donc les sources, les deux premières sources du droit musulman, donc là où il existe un texte, avec une prescription, hein, avec une norme claire, il n'y a pas d'ijtihad, c'est-à-dire on va pas essayer de déduire une norme alors qu'il existe déjà une norme bien établie. Donc c'est-à-dire qu'un texte existant s'interprète, donc il faut interpréter puisqu'il faut le comprendre, et donc s'il s'interprète, on va parler donc d'herméneutique, alors que l'ijtihad n'intervient qu'en l'absence de texte. Comment on peut concilier ces deux approches? Alors encore une fois, il y a l'approche, on va dire, théorique, hein, sur l'ijtihad. Si on revient à des ouvrages classiques comme celui de Shatibi, où il parle de l'ijtihad, des ouvrages plus récents comme celui de Zuhayli ou de Zarqa, sur aussi la question d'ijtihad et de usul al-fiqh, il y a l'idée de dire que voilà, l'ijtihad a un cadre.
En général, voilà, on dit, il y a thawabit ou al-mutaghayyirat. Thawabit, c'est les fondamentaux que l'ijtihad ne peut pas modifier, 5 prières par jour, l'interdiction de ci ou de ça. Et le mutaghayyirat, c'est des choses qui peuvent évoluer en fonction du contexte spatio-temporel. Et donc l'expression la ijtihad ma'a nas, c'était plutôt l'idée de dire que quand il y a un texte qat'i, c'est-à-dire explicite, très clair, qui affirme une norme, là on ne fait pas d'ijtihad, mais si le texte, même du Coran, est dhanni, là il est ouvert à l'interprétation et à différents aspects. Mais même ça, en vérité, quand on regarde l'ijtihad contemporain, le droit musulman contemporain, parfois il y a une vraie zone grise. Parce que, par exemple, je vois la plupart des États musulmans, des États modernes, musulmans modernes, ont sécularisé le droit pénal islamique, historique, traditionnel, qui n'est plus appliqué, en tout cas par rapport aux sanctions, dans 99% des pays musulmans. Et beaucoup de ulama ont parfois, par des raisonnements un peu subtils, etc., ont tenté de le valider, de valider cette sécularisation. De fait, alors eux, ils l'appelleront pas sécularisation, évidemment, ça c'est moi en tant qu'islamologue qui utilise ce terme. Et donc là, pourtant, on parlait de textes clairs, donc après, on va avoir des raisonnements subtils, où on prend des exemples, par exemple, on prend le fait que Omar ibn al-Khattab avait suspendu le paiement de la zakat pour mu'allafatu qulubuhum, pour une des catégories des receveurs de la zakat, alors qu'elle est mentionnée clairement dans le Coran. Donc c'est de dire que même un texte, alors que le texte est clair, mais dire qu'un texte clair est lié à des conditions, à un contexte, que si ce contexte change, eh bien finalement on peut arrêter d'appliquer un texte. Donc même comme là, le vol, il avait aussi suspendu aussi sur le vol, tout l'application à fait. d'une peine légale contre les voleurs à une époque où il y avait de la disette ou Exactement. de la Donc, pauvreté. ces exemples-là sont très utilisés par des savants ou des penseurs musulmans contemporains pour dire qu'en fait, alors ils le disent peut-être pas comme ça, mais de fait, on pratique un ijtihad alors qu'il y a un texte, et on va changer l'application du droit musulman alors qu'il y avait un texte. Et donc là, c'est là on voit toute la dialectique entre la théorie et la pratique, entre les besoins du réel et l'attachement à une référence théorique. Et donc voilà, moi j'essaye d'observer tout ça, de proposer une analyse à partir, voilà, notamment des sciences humaines et sociales et juridiques. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, et beaucoup d'autres l'ont affirmé avant moi, c'est que le droit musulman est en mutation constante. Merci beaucoup Yann Ismail. Je Merci à rappelle vous. que vous êtes chercheur, docteur en droit et islamologie et que vous êtes l'auteur de ce livre Ijtihad collectif, l'évolution du droit musulman, publié aux éditions Al-Bourak, une contribution intéressante et contemporaine sur la question de l'Ijtihad, donc que je recommande à tous nos lecteurs. Merci à tous nos éditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à décocher la petite cloche pour soutenir notre travail. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires pour élargir la réflexion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien sur Mizan TV.